bienvenue sur la panafricaine Médian. Comme toujours, c'est avec le même plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau numéro de votre émission, le débrief pour l'organisation d'élections sur le continent africain. L'observation électorale constitue un pan important de ce processus électoral. Elle peut jouer un rôle important dans le processus, un rôle majeur dans la crédibilité, la transparence et la stabilité du scrutin. On peut aussi distinguer des missions nationales d'observation électorale, des missions régionales ou encore des observateurs internationaux. Cette observation des élections peut être définie comme la collecte systématique, exacte et exhaustive d'informations relatives à la législation, aux institutions et aux mécanismes régissant le processus électoral dans son ensemble, y compris le jour du scrutin. Les missions d'observation électorale permettent-elles d'améliorer les processus électoraux? L'observation électorale constitue-t-elle une garantie pour la transparence et la crédibilité des scrutins? Le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief, nous vous restons avec les périodes électorales qui sont souvent marquées par un manque de confiance entre acteurs politiques, une remise en cause du processus ayant abouti à l'organisation de ces élections ou encore une remise en cause des organes de gestion du scrutin ou du fichier électoral. Dans ce contexte, le juge constitutionnel est ainsi un acteur déterminant au processus électoral. Il constitue le dernier rempart pour assurer la régularité des élections et une régulation électorale en veillant à la conformité des actes posés à la Constitution. Quelle responsabilité du juge constitutionnel pour prévenir les crises électorales? Quel rôle et juridiction constitutionnelle dans l'instauration de la démocratie et d'une paix durable? Le développement en seconde et dernière partie d'émission. Sur ce plateau, pour en parler avec nos invités, Monsieur Doudou Dia, vous êtes spécialiste en gouvernance et questions électorales. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci. Et en face de vous, nous avons M. Alfred Gomis, coordinateur de WANEP Sénégal. Merci également, M. Gomis, d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci. Et je reste d'ailleurs avec vous. Que pensez-vous aujourd'hui des missions électorales menées lors d'élections organisées, que ce soit au Sénégal ou même dans d'autres pays africains? Je rappelle aussi que vous êtes un acteur de la société civile. Merci beaucoup, M. Khan, pour cette invitation. Vous savez, quand on fait quelque chose et qu'on sait qu'on est observé, il y a plusieurs regards fixés sur nous, on fait bien attention pour bien le faire. Et je crois que c'est le cas de toute élection où de plus en plus il y a des missions qui viennent, des missions nationales, des missions internationales qui viennent observer. Et là, ça pousse les OGE, les organes de gestion des élections, à améliorer la qualité de leur travail. Dernièrement, il y a une poussée de l'observation et même la question digitale qui apparaît, ce qui fait que les OGE, comme je l'ai dit, améliorent jour après jour leur système d'organisation. Quand les missions viennent, elles observent tout le processus. Il y en a la mission, l'observation, ce n'est pas seulement, à mon avis, pendant le jour du scrutin, mais elle peut commencer avant. Il y en a qui font dans le monitoring des médias, comme Gorée Institute, etc. Il y en a qui sont dans la révision des listes. Il y en a qui sont dans l'enregistrement des candidats, etc. Donc, c'est maintenant ouvert. C'est ouvert jusqu'à arriver au jour du scrutin où il y a beaucoup plus d'observateurs qui descendent sur le terrain pour voir le déroulement du vote. Donc, quand on a toute cette foule d'observateurs, toute cette multitude d'observateurs qui viennent voir comment les élections sont organisées, les OGE, comme je l'ai dit, font attention et ça participe à la clarté du scrutin. Les observateurs sont là depuis l'ouverture des bureaux. Si je prends le cas de mon organisation, WANEP, qui est là déjà la veille du scrutin, qui est là le jour du scrutin, dès l'ouverture jusqu'à la clôture des bureaux. Et pendant le décompte des voix, la presse là, les observateurs sont là, qui, avec leurs tablettes, communiquent déjà avec leur quartier général sur les tendances.
Je dis bien les tendances, pas les résultats. Donc, communique avec les quartiers généraux pour partager les tendances. Et là, ça participe, comme je l'ai dit, à plus de transparence. À la transparence du scrutin. Et vous l'avez rappelé que cette observation-là ne se mène pas juste le jour du scrutin, mais avant, c'est-à-dire durant le processus, durant le scrutin et des fois même après, avec des missions à moyen voire à long terme. Et pour la plupart, ces observateurs électoraux, lors de ces élections ou après la tenue en tout cas de ces élections, saluent la transparence et le bon déroulement des scrutins, notent quelques irrégularités saviantes, mais pas de nature souvent à entacher la crédibilité aujourd'hui du processus électoral dans son ensemble. Qu'en est-il aussi de l'objectivité aujourd'hui des missions d'observation électorale? Je crois que les missions d'observation électorale sont vraiment indépendantes, surtout qu'elles n'ont pas reçu mandat des OGE du pays. Elles sont envoyées par des missions étrangères. Je crois que les missions d'observation sont vraiment objectives dans l'ensemble. Et M. Gomis l'a rappelé tout à l'heure, M. Diack, c'est tout un processus en tout cas, et ce processus-là est suivi également par ces observateurs-là. Aujourd'hui, quelles sont les différentes étapes d'une observation électorale? Il l'a rappelé tout à l'heure, M. Gomis, Gore Institute également travaille beaucoup sur le monitoring des médias. Mais pour ce qui est de l'observation électorale, quelles sont les différentes étapes aujourd'hui de ce processus d'observation de scrutin? Merci. En fait, je pense que il faut d'abord, dans un processus électoral, distinguer le rôle de chacun. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, observer, c'est voir, regarder, noter et rapporter à sa mission d'observation. Et la fonction d'observation, c'est une fonction de légitimation du processus. Qui dit légitimation, dit acceptation du processus électoral. Et ce processus électoral est défini autour d'un cycle électoral. Et dans un cycle électoral, vous avez une période préélectorale, électorale et post-électorale. Donc, ça veut dire quoi? Que tout le processus pourrait être observé. Maintenant, c'est des questions de moyens. De la définition du cadre juridique, de l'installation, de la planification, de la mise en œuvre de l'installation de l'OGE, de l'aspect lié à l'enrichissement des candidats, l'enrichissement des fichiers, l'inscription des électeurs, de la campagne électorale, du jour J, du scrutin, de la vérification des résultats, jusqu'à la période post-électorale, donc peut faire l'objet d'observation. Je m'explique. Quand on définit la loi électorale, rien n'empêche à la société civile d'être dedans pour pouvoir aussi observer. Quand on fait, par exemple, le monitoring du recensement, le recensement, la plupart du temps, c'est un recensement biométrique. Rien n'empêche de faire du recensement biométrique. Maintenant, là où le bas blesse, nous nous concentrons sur le jour du scrutin. Dès lors que l'observation est une forme de légitimation du processus électoral, elle doit pouvoir inspirer confiance chez les citoyens, susciter une confiance. Parce que nous sommes en matière électorale, et je dis toujours que dans tout le processus électoral, la seule chose secrète, c'est le vote. Donc, on a droit de regard sur tout. Il faut-il dire aussi que dans le processus d'observation, ça doit être un outil aussi de résolution de conflits, parce qu'il participe à la transparence. C'est là où, par exemple, je pense qu'il faut migrer, ne pas se limiter à l'observation classique. Parce qu'il y a deux catégories d'observateurs, des observateurs internationaux comme des observateurs nationaux, deux typologies d'observation, l'observation à court terme, l'observation à long terme. Mais la plupart des missions d'observation aujourd'hui se cantonnent à la mission d'observation classique. Et cette mission d'observation classique se fait peut-être 2 jours avant les élections, 3 jours après les élections, etc. Et maintenant, il faut aller vers l'observation citoyenne, comme font beaucoup d'autres observations, comme les WANEP ou des réseaux d'observateurs citoyens et autres. Donc, de sorte qu'on puisse mettre en lumière des systèmes de ce qu'on appelle les PVT, Parallel Voting Tabulation, système de tabulation. Avoir l'information à temps réel. Et cette information à temps réel, c'est grâce notamment
à la technologie, allier aussi la technologie aujourd'hui à ces missions d'observation électorale. Et vous avez abordé un point important tout à l'heure, à savoir la confiance aujourd'hui des populations ou des électeurs vis-à-vis de ces missions d'observation. Et je voulais qu'on reste sur ce point-là, à part des conférences de presse aujourd'hui sur l'évaluation aujourd'hui du processus électoral. Peu d'informations également sur les missions d'observation parviennent au grand public, à savoir ces populations ou électeurs-là, malgré l'intérêt considérable que peuvent susciter ces missions. Est-ce que ce manque d'informations également ne justifie pas que les populations aient du mal à évaluer aujourd'hui le travail de ces missions d'observation? Tout dépend aussi de la mission, parce que le processus électoral, vous l'évaluez à l'aune de 2 critères. Le premier critère, c'est l'efficacité, ça veut dire la façon de gérer le processus électoral. Et cette efficacité dépend de l'OGE et des parties principales impliquées dans les élections. Le deuxième critère, c'est la crédibilité et la confiance, ça veut dire la perception qu'a le public sur les élections. Si la perception est mauvaise, disons-le, l'élection va être biaisée. Parce que la finalité, c'est les citoyens, encore une fois. On est aujourd'hui dans la démocratie, et dans cette démocratie, quand on regarde le droit international, et partie intégrante du droit international, les élections libres et transparentes font partie intégrante du droit international en matière de démocratie. Donc, ça veut dire quoi? Tout est question de perception du citoyen. Et donc, de A à Z, c'est comment faire de sorte que les processus électoraux puissent susciter confiance auprès des citoyens. Et ça, c'est un processus. Et ce n'est pas seulement au niveau du jour J, encore une fois. Ça dépend d'abord du cadre juridique. Si on a une loi électorale contestée, un cadre juridique mal établi, ça pose problème. Si on a une institution en charge des élections, notamment comme on appelle les commissions électorales, en charge des élections où la composition soit problématique ou bien qu'il n'est pas indépendante, ça pose problème. Si aujourd'hui les électeurs en temps T ne sont pas informés, sensibilisés, éduqués en matière électorale, ça pose problème. Si au niveau de l'enregistrement des candidats, l'enregistrement des fichiers des candidats, l'inscription des électeurs, si elle est biaisée, ça pose problème. Si aujourd'hui on a une campagne électorale biaisée où il n'y a pas de liberté des médias, où les journalistes ne connaissent pas son rôle en matière de processus électoral, où les candidats ne peuvent pas s'exprimer librement avec leurs militants, ça pose problème. Si au niveau de la logistique électorale, il n'y a pas suffisamment de logistique électorale le jour J, et il n'y a pas de sécurité électorale le jour J, ça pose problème. Si au niveau des institutions en charge, par exemple de la vérification des résultats, des institutions en charge de la proclamation des résultats, et donc ne suscite pas confiance auprès des électeurs, ça pose problème. Donc c'est pour dire que... Mais qu'en est-il aussi de la sincérité des acteurs politiques et de leurs responsabilités également? Je pense qu'on est dans le domaine, dans le champ. On va parler de cette question, la sincérité des acteurs politiques, un peu partout dans le monde. Parce qu'on est dans le champ de la gouvernance démocratique. Qui dit gouvernance démocratique? C'est plusieurs acteurs d'intérêts divergents, d'horizons divers, qui concourent auprès de l'État. Donc, c'est dire que, quelque part, tous aspirent à une action collective, mais avec des intérêts divergents. Donc, d'où il y a une nécessité de gérer des conflits. Des conflits parce que c'est des besoins différents, c'est des intérêts différents. Donc, le parti politique en Afrique, c'est pas gère des intérêts pour elle-même, dans ce sens. Maintenant, par rapport à ces intérêts qu'il gère de manière légitime, bien entendu, qu'est-ce qui peut faire que tous ces partis se soumettent à l'état de droit? C'est la loi électorale. Quand une loi elle est claire et bien comprise de tous, et le problème auquel nous sommes confrontés dans nos pays, c'est l'accessibilité de la loi pour les citoyens. Et de sorte que maintenant, les citoyens se sentent manipulés. Parce que les lois sont écrites non seulement en français, mais avec un français académique, non accessible. Elles ne sont pas écrites aussi, transcrites dans nos langues nationales. Et ça, c'est un travail d'accès à la citoyenneté. Parce que plus les citoyens sont conscients de leurs droits, plus les citoyens sont informés, plus aussi, quelque part, ils peuvent être les moteurs de la démocratie, jouer ce rôle de, comme on dit, watchdog
comme la presse le fait. Donc, je pense que c'est un petit peu ça. Et si on reste avec la question de la loi électorale que vous avez abordée tout à l'heure, M. Gomis, certains acteurs politiques également se plaignent souvent des modifications apportées à ces lois-là aujourd'hui à l'approche d'élections, malgré aujourd'hui qu'il existe également des textes régionaux, en tout cas, qui empêchent ce genre de modifications à 6 mois des élections. Mais on voit également dans certains de nos pays, à l'approche d'élections, la modification des lois électorales et même des modifications constitutionnelles. Est-ce que cela aussi ne pose pas un problème de confiance et de sincérité entre acteurs aujourd'hui qui concourent au pouvoir? C'est vrai que dans notre sous-région ouest-africaine, le délai est de 6 mois d'après la CEDEAO, sauf s'il y a un consensus, je crois, sauf s'il y a un consensus autour de cette modification-là. Mais à mon avis, il est quand même difficile d'avoir l'unanimité pour le changement, pour les modifications de la loi. Et comme vous le dites, ça pose aussi le problème de la sincérité des acteurs. Parce que comme il l'a dit, comme Doudou l'a dit, tous les acteurs concourent vers le même objectif, mais chacun avec ses intérêts. Chacun défend ses intérêts. Est-ce qu'ils sont capables vraiment de lâcher de l'Est pour le bien commun? Et là, ça pose problème. Ce qui fait qu'il y aura toujours des contestations. Et Gomis, est-ce que ce problème de consensus que vous avez soulevé tout à l'heure ne pose pas problème? Je m'explique. Aujourd'hui, il peut y avoir des dialogues nationaux ou bien des assises dites nationales auxquelles une bonne partie ou bien, par exemple, la frange la plus importante de l'opposition ou des acteurs aujourd'hui de la société civile n'ont pas participé. Et pourtant, il y a des conclusions, il y a un consensus issu aujourd'hui de ces rencontres-là. Est-ce que cela aussi n'est pas un problème aujourd'hui? C'est ce format même de dialogue ou d'assises aujourd'hui qu'on connaît. Parce que la plupart du temps, les partis les plus représentatifs ou bien même le principal parti de l'opposition dans ces pays boycottent ces rencontres-là. Et pourtant, un consensus est issu de ces dialogues. Vous savez, à mon avis, un dialogue, ça ne se prépare pas en une semaine, en 15 jours. Vous voyez? Il faudrait que les organisateurs des dialogues nationaux prennent le temps de bien les préparer pour déjà expliquer aux acteurs en quoi va consister les modifications. Mais si, parce que les gens ont manifesté en 2 ou 3 jours ou bien en 15 jours, on appelle tous les acteurs, venez, on va dialoguer, certains se sont préparés, d'autres ne se sont pas bien préparés, forcément il n'y aura pas, disons, une adhésion massive à ces modifications. Nous devons prendre le temps. Malheureusement, ce que je constate, c'est à l'approche des échéances électorales que le dialogue est appelé. Nous sommes là dans une période relativement calme. Nous avons organisé une élection présidentielle, des élections législatives pour le cas du Sénégal. L'Assemblée est déjà installée, tout semble calme. Pourquoi ne pas déjà maintenant commencer à appeler tous les acteurs pour préparer un dialogue national où on va débattre de tous les changements que nous voulons apporter à la loi électorale? Plutôt, au lieu d'attendre 1 semaine ou 2 mois, pourquoi ne pas le commencer maintenant? C'est vrai qu'on ne sait pas encore si, quand est-ce que, bon, si la loi ne change pas, la prochaine élection présidentielle sera en 2019, pardon, en 2029. Vous voyez. Maintenant qu'il n'y a pas d'élection programmée, on devrait s'asseoir et programmer un dialogue pour discuter de toutes les modifications que les différents acteurs réclament. Et on en revient aux missions d'observation. De plus en plus également, des États africains disposent de leurs propres initiatives nationales d'observation électorale, des missions de plus en plus professionnelles et qui comptent également des spécialistes dans divers domaines, en tout cas, que requièrent ces missions d'observation-là. Mais il se pose également, des fois, une forme de dépendance à des financements aujourd'hui, soit de la communauté internationale ou de donateurs. Comment relever également ce défi du financement aujourd'hui des missions d'observation électorale nationale? C'est vrai que les missions d'observation électorale ne peuvent descendre sur le terrain que quand il y a un budget consistant.
Mais, à mon avis, si l'on prend l'exemple des organisations nationales d'ici au Sénégal qui font de l'observation, plutôt que de multiplier les missions d'observation, on devrait arriver à faire une mission, disons, conjointe, rassembler tous les efforts pour être beaucoup plus efficace. C'est vrai que les objectifs de chaque mission diffèrent. Nous, WANEP, nous sommes dans le monitoring de la violence. Il y en a qui sont dans le monitoring des médias, il y en a qui sont dans le monitoring du genre, etc. Mais on devrait arriver... On le voit souvent en période électorale également. Je pense avec la COSE aujourd'hui, la coalition des acteurs de la société civile, qui souvent en période électorale se mettent tous ensemble pour travailler aujourd'hui sur ces questions. Oui. Il y a cette organisation que vous appelez, c'est le COSC, qui regroupe plusieurs entités. Tout comme aussi WANEP regroupe plusieurs entités. Vous voyez? Mais l'effort qui a été fait avec nous, par exemple, avec ces autres organisations, nous partageons les informations. Nous nous visitons mutuellement. Pour la présidentielle, nous n'avions pas couvert tout le territoire, nous avions couvert certains départements que nous avions identifiés comme des zones à risque de violence, et nous y avons déployé des observateurs. Certains de nos partenaires étaient dans d'autres localités où nous n'avions pas d'observateurs. Nous avons échangé les informations la veille, le jour et le lendemain. Et M. Dia, dans le cadre de vos monitorings aujourd'hui que vous faites en période électorale, quelles sont les expériences qui vous ont le plus marqué? En fait, s'il y en a, bien sûr. Bien entendu, parce qu'au niveau de notre institution, le Gore Institute, en Afrique, on a pu réaliser pas mal de missions. Mais l'approche, c'est basé sur une observation citoyenne. Ça veut dire que je donne la Côte d'Ivoire en 2015, les Comores, le Congo, la Guinée en 2013 et autres pays Guinée-Bissau. Ici, l'approche, c'est de venir et d'essayer de voir que les citoyens soient en amont et en aval. Donc, de sorte que l'information vient du citoyen et que c'est l'information, quelque part, qui est le provider d'informations, d'aide à la décision. C'est en quoi faisant? En mettant en place ce qu'on appelle des plateformes, larges plateformes de jeunes pour des élections apaisées et crédibles. Dans un pays donné, c'est par exemple mobiliser 800 à 1000 jeunes avec un ancrage dans toutes les régions. Et de sorte que ces jeunes puissent être déployés, qu'il s'agisse du monitoring de l'observation électorale, du monitoring des médias, du monitoring du recensement biométrique et autres types du monitoring de la violence, donc du monitoring de l'intégrité électorale, et de sorte que ces jeunes-là qui puissent essayer de remonter toutes les informations, qu'on puisse avoir cette base de données d'informations, et ces informations qui puissent être partagées avec l'autorité. Autant d'informations importantes dans le cadre de l'observation de la mission électorale, d'une mission électorale. Malheureusement, nous en sommes à la fin de la première partie de l'émission Le Débrief. En seconde partie, il sera question de parler aujourd'hui des juges constitutionnels et du rôle qu'ils pourraient jouer pour prévenir les crises électorales. Et c'est tout de suite. Bienvenue dans cette seconde partie de votre émission Le Débrief. Doudou Dia, quel rôle aujourd'hui, quelle lecture faites-vous du rôle joué par les juridictions constitutionnelles africaines en période électorale, que ce soit a priori ou bien même a posteriori durant la période des contentieux? Je pense qu'en tant que partie prenante majeure du processus électoral, les juridictions constitutionnelles veillent à la régularité d'abord du processus électoral. C'est important de le dire, le contentieux électoral aussi, et quelque part à la proclamation des résultats. Donc c'est la juridiction suprême. Et quoi qu'on puisse dire, il y a une évolution en Afrique. En dépit des changements anticonstitutionnels, il y a une évolution. Et donc c'est la juridiction suprême d'un pays à un autre. Parce que quand on a regardé le cas du Sénégal en 2024, le Conseil constitutionnel a joué un rôle majeur. Donc,
essayant de mettre en œuvre ses prérogatives constitutionnelles. Ceci étant dit, je pense que d'un pays à un autre, ça peut différer. Mais l'objectif est que les juridictions constitutionnelles soient dans tout le processus électoral. Dès lors qu'ils jouent ce rôle de veille de la régularité du processus électoral, qui soit dans tout le processus. Parce qu'il y a différentes parties prenantes dans un processus électoral. On a beau avoir une bonne juridiction constitutionnelle, si aujourd'hui vous avez une commission électorale défaillante, ça va poser problème. Donc, c'est ce que je l'appelle de dire les parties prenantes principales au processus électoral. Donc, on doit veiller à cela. Le problème majeur maintenant qu'on a dans nos juridictions, qu'elles soient constitutionnelles ou pas, c'est le problème de l'indépendance de la justice. Et dans cette indépendance-là, ça veut dire que d'un côté, elle est résolue, de l'autre, ça reste à résoudre. Ce qui est presque résolu, c'est ce qu'on appelle l'indépendance normative. Parfois, les textes sont bien écrits, quoi qu'on puisse dire. Mais le problème, c'est l'indépendance forcenée. Ça veut dire le degré d'intégrité, d'éthique des hommes et des femmes qui incarnent les institutions, que ce soit au niveau judiciaire, que ce soit autre. Donc, le problème de fond, c'est au niveau de l'intégrité du juge. L'autre problème, c'est qu'il faut mettre en corrélation nos juridictions constitutionnelles encore avec aussi nos institutions électorales comme les commissions électorales. Si les commissions électorales ne sont pas indépendantes de l'exécutif, ça pose toujours problème. Donc, c'est le problème fondamental et qui fait que le citoyen, souvent, doute de sa justice, doute des personnes ou des institutions. Donc, parce que ça veut dire quoi? Le problème fondamental, c'est comment renforcer le pouvoir du juge constitutionnel pour que ce juge-là soit beaucoup plus indépendant. Comment renforcer les institutions en charge des élections, notamment les commissions électorales, pour qu'ils soient plus importants. Parce que ce juge, à mon avis, joue ce rôle de contrôle de la loi. Aujourd'hui, pour le cas du Sénégal où on dispose d'un conseil constitutionnel, aujourd'hui, passer d'un conseil à une cour constitutionnelle, est-ce que ça pourrait être aujourd'hui un pas pour aller vers cette indépendance renforcée du juge constitutionnel? Bon, en fait, je pense que donner plus de prérogatives au juge constitutionnel est une demande, une exigence pour renforcer le contrôle, renforcer ce contrôle-là. C'est une exigence en Afrique. Ce n'est pas seulement au Sénégal, c'est une exigence. Parce que très souvent, le Conseil constitutionnel nous déclare son incompétence sur tel ou tel sujet. Est-ce que si on migre d'un conseil à une cour constitutionnelle, certaines questions où le Conseil constitutionnel se déclare incompétent, peut-être qu'il serait compétent là-dessus. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la question c'est comment renforcer aussi les juridictions constitutionnelles. Et je pense que c'est dans ce sens-là que, à mon avis, une cour est importante. Et aujourd'hui, pour l'exemple d'une cour également, pour ajouter à ce que vous avez dit, l'avantage est qu'aujourd'hui, ce serait constitué de différentes chambres qui, aujourd'hui, pour chacune, traitent de thématiques bien particulières, que ce soit des chambres administratives, des chambres financières. Chaque chambre, aujourd'hui, est spécialisée par rapport à son domaine et cela pourrait davantage renforcer ce que vous avez dit et aujourd'hui, peut-être permettre à ce que sur certains points sur lesquels ce conseil se déclarait incompétent, ces chambres, aujourd'hui, de la Cour constitutionnelle puissent trancher de ces questions-là qui sont soit d'ordre administratif ou bien d'autres ordres également. Et M. Gomis, pour le cas du Sénégal qu'on vient d'aborder, le Conseil constitutionnel a annulé le décret portant abrogation du décret convoquant le corps électoral, c'est-à-dire le décret à travers lequel le président Macky Sall avait annulé le scrutin du 25 février et a invalidé aussi la proposition de loi de l'Assemblée nationale qui reportait la présidentielle au 15 décembre 2024. Comment jugez-vous ce rôle joué par les 7 sages durant les périodes de tension qu'a connu ce pays qu'est le Sénégal? Je crois que le Conseil constitutionnel a joué son rôle en tant que, disons, de garant de la mise en œuvre des textes. Donc, le Conseil constitutionnel a joué son rôle et il a aussi, disons,
éviter le Sénégal d'une situation qui nous aurait certainement mené vers une situation beaucoup plus compliquée. Parce que je me rappelle à l'époque, l'opinion publique disait, mais il y aurait, disons, une sorte de vide, si on peut dire, parce que le mandat du président doit finir, c'était, je crois, le 1er avril. Je ne me rappelle pas exactement la date. Il avait annoncé qu'il se retirait également à la fin de son mandat. Qu'il se retirait à cette date-là. Vous voyez? Donc, heureusement pour moi que le Conseil constitutionnel a tranché, il a dit le droit et a épargné le Sénégal d'une crise qui pourrait nous entraîner dans un lendemain vraiment incertain. Et à côté aujourd'hui du Sénégal, on a vu un autre pays où le Conseil constitutionnel a également dit le droit. C'est l'exemple de la Centrafrique où la Cour constitutionnelle avait annulé le décret du président Touadéra créant aujourd'hui un comité chargé d'écrire une nouvelle constitution. Une nouvelle constitution, c'était également pour pouvoir briguer un nouveau mandat, alors que la constitution qui était en vigueur en Centrafrique bloquait ou bien limitait les mandats à 2. Une décision qui a d'ailleurs valu à sa présidente, Danielle Darlan, d'être démise de ses fonctions le 25 octobre 2022. Comme m'inspire aujourd'hui ce rôle également joué par la juge Darlan en Centrafrique. Je rappelle qu'elle a été la première femme aussi à occuper ce poste de présidente de la Cour constitutionnelle centrafricaine. Je crois qu'à un moment donné, il faudrait que les juges constitutionnels regardent l'intérêt général du peuple. À mon avis, ça ne sert à rien d'imposer une loi qui après va causer le chaos dans le pays. À mon avis. Donc, si l'intérêt général du pays est pris en compte, l'intérêt général de la population est pris en compte, à un moment donné, bon, peut-être que les juristes diront la loi est le dur, mais c'est la loi. Mais tant qu'on peut sauver le pays dans certains chaos, il faut aller vers la pacification. Est-ce que cela ne rappelle pas un autre fait, c'est qu'aujourd'hui, Dia a rappelé tout à l'heure, c'est-à-dire la bonne foi également des acteurs, que ce soit les juges constitutionnels, les acteurs politiques. Est-ce que cela ne doit pas aujourd'hui inviter aussi à cette intégrité, à cette bonne foi-là des acteurs qui sont dans ce processus-là électoral? Si. Il faudrait que nos politiques, nos politiciens, il y a un président qui le disait, qu'il ne marchera pas sur des cadavres pour arriver au palais. Vous voyez? Donc, il faudrait que nos politiciens placent l'intérêt supérieur de la nation. On le chante toujours, mais quelquefois dans la pratique, personnellement, ce n'est pas ce que je constate. Tellement il y a des intérêts crypto-personnels ou bien des intérêts partisans, et on est prêt à appeler au chaos pourvu que j'arrive à mon objectif. Et c'est là que ça pose, à mon avis, la question de la citoyenneté, la question du civisme dans le pays. On peut avoir les plus belles intentions du pays, mais s'il faut marcher sur des cadavres pour atteindre ces objectifs, ça ne vaut vraiment pas la peine. Cela en appelle une nouvelle fois à la responsabilité des acteurs politiques. La responsabilité est d'ailleurs immense, car chaque décision peut mettre le feu au pays. Je préfère le limogeage à la compromission. Ce sont là les propos de Danielle Darlan, l'ancienne présidente de la Cour constitutionnelle centrafricaine, ce qu'elle avait déclaré lors d'un entretien qu'elle avait accordé à des confrères. Selon vous, comment veiller aujourd'hui à préserver le statut de l'institution judiciaire face aujourd'hui à la tentative d'instrumentalisation de l'exécutif? Au début de vos développements, d'ailleurs, vous l'avez dit, il faut cette indépendance-là de l'outil judiciaire, des OGE également, et de toutes ces organisations qui tournent autour des élections, une certaine indépendance vis-à-vis de l'exécutif. Comment veiller à préserver cette indépendance vis-à-vis de l'instrumentalisation de l'exécutif? La question que vous posez, c'est liée à la crédibilité des institutions électorales. Je pense qu'au niveau des juges électoraux, ou bien des juridictions électorales, doivent être actives dans tous les processus électoraux. Parce qu'en temps de paix, s'il n'y a pas la guerre, le seul moment dans la vie d'une nation qui mobilise autant de ressources humaines, de ressources logistiques, de ressources financières, ce sont les élections. Donc c'est une affaire sérieuse. Et donc nos juridictions constitutionnelles
sont en charge du contrôle de la loi, de la validation des résultats, de la résolution des crises du contentieux électoral, mais aussi, quelque part, de l'application de la loi. Donc, sur les deux points, contrôle de la loi, application de la loi, c'est là où parfois la chose est biaisée. Dans le contrôle de la loi, ça veut dire faire de sorte qu'au niveau de la loi électorale, de la Constitution, qui répondent aux besoins des populations. Ça veut dire que des lois, une bonne loi, c'est une loi qui est claire et comprise par tous. Parce que dès lors que les choses ne sont pas claires et comprises par tous, on participe à des modifications. Le deuxième point, c'est l'application de la loi. C'est l'application stricte de la loi. Et c'est important. Maintenant, en termes de résolution des crises électorales, le juge intervient. Mais le problème aussi, c'est au niveau des partis politiques parfois. Les partis politiques, parfois, il y a beaucoup de partis politiques qui sont dans l'incapacité à mener un petit peu le contentieux électoral. Pourquoi? Parce que le juge constitutionnel ne statue pas sur des délits techniques mineurs. Délits techniques. Parce que alors qu'en matière électorale, vous avez des délits, il y a hiérarchie des délits électoraux. Une fraude, elle doit être établie sur des faits solides. Vous voyez, il y a des hiérarchies des délits électoraux. Maintenant, la question, c'est l'intégrité encore du processus. Et l'intégrité du processus est incarnée de deux manières. L'intégrité de manière normative, à travers les textes et autres, mais l'intégrité à travers les personnes qui incarnent l'institution. Et c'est ça. Et ces personnes, parce qu'on a deux logiques dans le jeu politique. La logique de conservation du pouvoir, incarnée pour le pouvoir qui en place, et la logique de conquête du pouvoir, incarnée par l'opposition. Ceux qui veulent accéder au pouvoir. Maintenant, le juge, il est arbitre, et un arbitre, ça veut dire que c'est l'impartialité. Il doit être guidé par des normes et des principes, notamment l'impartialité du juge, etc. Et donc, un juge qui puisse dire, écoutez, agir en toute responsabilité. Il y a des évolutions, comme quand vous parlez du cas de la RCA, par exemple. La dame a fait un choix clair entre l'intégrité et l'équité. Donc, elle a choisi l'intégrité. Et donc, ça, c'est ça la demande. Mais l'autre point aussi, je pense que il y a un besoin d'éducation citoyenne. Pourquoi je l'ai dit? Parce que la tendance est que, même Afrobaromètre l'a été dans ses études, la tendance est que le citoyen, quand il va en élection, donc mentalement, il va dans une attitude d'alternance. Dès lors que parfois l'opposition gagne, on dit que c'est transparent chez le citoyen. Dès lors que le parti pouvoir est maintenu, on dit qu'il y a fraude. Et donc, ça veut dire qu'il y a un changement de paradigme au niveau d'une éducation citoyenne. Parce que donc, sur le pilier des citoyens qui votent, il y a un travail à faire de citoyenneté. Parce que souvent, telle n'est pas la réalité. Parce que dès lors que le citoyen va aller voter, surtout au niveau des présidentielles, c'est s'attendre à une alternance. Donc, alors que parfois, ce n'est pas la réalité. Parce que quand vous regardez les jeunes, parfois, ma foi, ils ne vont pas voter en masse. L'autre aspect, c'est le changement des règles au cours du jeu. Donc, vous avez parlé, par exemple, des changements liés à 6 mois des élections, parce que le protocole sur la démocratie des élections et la bonne gouvernance de la CEDEAO dit que, écoute, à 6 mois des élections, on ne pouvait pas changer, sauf s'il fait le jeu du consensus. Mais à côté du protocole, il y a la charte africaine pour la démocratie, les élections et la gouvernance de l'Union africaine. Et cette charte, elle est très forte, cette charte. Et pourtant, cette charte, en Afrique, il y a 54 pays. Mais je ne pense pas qu'on ait 40 pays qui aient ratifié la charte. Notamment, le Sénégal n'a pas encore ratifié, sauf erreur de ma part, n'a pas encore ratifié la charte. Il l'a adopté, mais n'a pas encore ratifié. Et donc, nos instruments juridiques au niveau international, au niveau continental, au niveau régional, doivent être aussi mis en exergue et respectés par nos États. L'autre aspect, c'est le jeu des acteurs politiques. Dans ce jeu des acteurs politiques, vous avez par exemple le cas de Madagascar.
À 6 mois des élections, vous ne pouvez même pas prendre certains décrets ou vous ne pouvez pas parfois inaugurer. Mais parfois, on l'a vu au Sénégal, heureusement qu'on a des juges très solides et compétents. Donc, au cours du jeu, le président a essayé de changer la loi électorale. Le décret, en abrogeant le décret de convocation du collège électoral. Du corps électoral. Donc, ça pose problème. Heureusement que le juge l'a dit. Et c'est de cela que nous aspirons. Nous aspirons à quoi? À l'intégrité des institutions électorales. Et si on reste avec cette intégrité des institutions électorales, M. Gomis, quelle est la responsabilité de ce juge constitutionnel pour prévenir les crises électorales? La responsabilité des juges constitutionnels, elle est grande, hein, dans la mesure où, pour moi, les textes sont déjà définis. Maintenant, il faut que les différents concurrents cherchent à respecter ce qui est établi. Parce que, malheureusement, il y a toujours le problème des intérêts. Et quand je ne vois pas mon intérêt, l'intérêt de mon parti dans une loi établie, je vais toujours la dénoncer, même si la grande majorité des autres concurrents l'adoptent. Vous voyez? Donc, la responsabilité des juges, elle est énorme parce qu'ils sont là pour nous rappeler à l'ordre. On a vu, comme c'est déjà dit, le président a renvoyé la date après avoir convoqué le corps électoral, il a abrogé cette loi. Le Conseil constitutionnel lui a dit non, il n'a pas le droit de le faire. Et heureusement que lui aussi, il s'est aligné. Il n'a pas forcé, parce que s'il forçait, peut-être qu'il y aurait encore une autre crise. Il s'est aligné et le droit a été dit, le processus a continué son cours. Et si on reste avec ce droit-là qui a été dit, vous avez rappelé tout à l'heure également la nécessité aujourd'hui de cette intégrité et de cette sincérité des acteurs-là que vous avez soulevé, que ce soit les acteurs politiques ou bien même les juridictions constitutionnelles qui sont dans l'organisation également de ces élections-là. Et quel rôle de ces juridictions constitutionnelles dans l'instauration d'une paix durable et même la consolidation aussi de la démocratie? On a vu aujourd'hui un exemple, si on reste toujours avec le Sénégal, comment aujourd'hui le Conseil constitutionnel avait en tout cas à la continuité démocratique et surtout à la continuité du processus électoral. À mon avis, c'est vrai que depuis, je crois, 1992, il y a eu ce code consensuel. Je l'ai dit tout à l'heure au début de l'émission, nous sommes, disons, en temps de paix. En quelque sorte, hein, pas d'élection. Bon, on a fini les élections. Il faudrait, à mon avis, comme je l'ai dit tout à l'heure, profiter de cette période-là, voir les modifications qu'il faudrait apporter, qui vont avoir l'adhésion de tous les acteurs pour éviter les modifications répétitives de la loi électorale. Je ne sais même pas combien de modifications il y a eu ces 10 dernières années. Chaque année, à l'approche des élections, à l'approche d'une élection, il y a encore des modifications. Il faudrait que nous arrivions à stabiliser la loi électorale. Comme ça, on pourra concourir de manière plus passive, de manière plus pacifique au jeu électoral. Et Doudou, quel risque d'un parti pris du juge électoral pour le règlement des litiges relatifs au contentieux électoral, que ce soit d'une élection présidentielle ou législative? Je ne parlerai pas de parti pris du juge électoral. Quand on dit parti pris, parce que dans certains, en tout cas, pays, des décisions ont été rendues et que la plupart des acteurs ont contesté et même jugé non conformes à la Constitution, alors que ce juge constitutionnel est chargé aujourd'hui de dire la conformité des textes et décisions par rapport à la Constitution. Ça pose un problème. Le problème majeur auquel nous sommes confrontés, c'est l'ambiguïté du cadre juridique et institutionnel. C'est faute d'ambiguïté du cadre juridique institutionnel. Et dès lors qu'il y a l'absence de clarté du cadre juridique, absence de clarté du cadre institutionnel, donc autant tous les acteurs peuvent surfer sur cette forme d'ambiguïté. Je pense que le travail à faire, c'est que ça soit les règles, les normes et les principes
que ce soit clairement énoncé sans équivoque. Et c'est ça le problème. Maintenant, le juge, dans la résolution du contentieux électoral, c'est aussi un juge de paix. Ça veut dire que c'est comme si vous avez entre la science politique et la science juridique la question de la légitimité et de la légalité. Même si le juge apprécie à l'aune du cadre légal, souvent il y a l'aspect légitimité qu'il apporte. Ce que je vous dis, c'est quoi? Et les partis politiques le connaissent. Aujourd'hui, vous êtes une personne lambda. Quand il faut vous juger, c'est très facile à vous juger. Quand c'est un leader, parfois politique, qui peut mobiliser des millions de personnes, le juge est obligé d'apprécier. Parce que ce qu'il veut aussi, en finalité, c'est la paix. On l'a vu, par exemple, en 2012, sur la question du 3e mandat d'Abdoulaye Wade. Est-ce que, légalement, est-ce que la Constitution lui permettait d'avoir un 3e mandat ou non? Mais à mon avis, c'est mon avis personnel, le juge a fait une appréciation. C'est-à-dire, si jamais j'applique rigoureusement la loi de dire qu'il n'est pas éligible, quelle est la conséquence à côté? Et la conséquence, peut-être qu'on aurait un chaos, parce que tous ces militants, peut-être, pourraient sortir et créer un chaos. Donc, aussi, ce que je veux dire, c'est un juge aussi de paix. Parce que la finalité d'une élection, c'est ce qu'on veut, c'est la paix aussi. Maintenant, tout dépend aussi des pays dans ce pays. Parce qu'il y a certains pays, quand vous sortez d'une crise, à mon avis, la finalité d'une élection, c'est pas post-crise ou guerre. La finalité d'une élection, c'est pas parfois la démocratie. La finalité d'une élection, c'est pas la démocratie, c'est la paix. C'est par cette belle assertion. Je prends l'exemple de... C'est par cette belle assertion, malheureusement, que nous allons clôturer la finalité d'une élection. C'est pas la démocratie, c'est la paix. Malheureusement, nous en sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions M. Doudou Dia, spécialiste en gouvernance et questions électorales. Merci encore d'avoir été avec nous et c'est un plaisir d'avoir partagé ce plateau avec vous. Merci à vous. Un plaisir également, M. Alfred Gomis, coordinateur national de WANEP Sénégal. Un plaisir également d'avoir partagé ce plateau avec vous. Merci beaucoup. Merci aussi aux collègues de l'équipe technique pour les facilitations et pour la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez et très bonne suite de programme sur nos antennes.